Are you sure you want to do this? There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. Welcome to the Romulus Space Station. This place gives me the creeps. What the hell is this? I don't know. What the fuck was that? Young? Stop playing around, man. Just get out. I'm not playing around. There's something in the water. What do you mean there's something in I the don't water? know. There's just something in the fucking water. Run. Are you all right? Navarro! Navarro! I don't know what to do. Whatever comes, we'll face it together. Let's go. Impact event in 5, 4, 3, 2, 1. Par contre, je vais juste changer ça. Salut. Voilà. Salut la à caméra en tous, miroir. j'espère que vous allez bien. Alors voilà, c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de critique de cinéma sur les films qui font l'actualité. Et puis il y en a un quand même que je suis allée voir et que je me suis dit qu'il y avait quand même des choses à dire. Voilà, à la fois parce que j'ai entendu, mais aussi par mon ressenti personnel. Et du coup, j'ai voulu, et puis comme j'ai écrit de mon côté, je me suis aperçue que les émotions ne changeaient pas, donc du coup, j'ai voulu en faire une critique. Et pas encore seule, mais j'ai voulu inviter quelqu'un avec qui vous avez déjà vu sur ma chaîne et avec qui j'ai toujours eu un très grand plaisir de parler avec lui. Il s'agit de Stéphane. Salut Stéphane. Salut Peggy, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bah déjà, est-ce que toi, tu peux me raconter ta relation avec la saga Alien? Oh, ben, elle date des années VHS, hein, je pense à la base. Je pense que les diffusions des deux premiers films, surtout, j'ai plus trop le souvenir si j'ai découvert d'abord le second ou le premier. Je pense que j'ai quand même découvert le film de Ridley Scott d'abord. Donc certainement soit en VHS ou soit lors d'une diffusion à la télé par la suite. Et puis ensuite de façon chronologique, je pense que les trois premiers, j'ai dû les voir soit à la télévision ou en VHS. Le quatrième, donc Alien Resurrection, est le premier que j'ai vu au cinéma, quoi, en fait, pendant mes années étudiantes. Et non, toujours, beaucoup de respect pour l'originalité de la saga, quoi, en fait. C'est quand même une des sagas de science-fiction les plus marquantes par ses visuels, par le design de la créature qui a été imaginé par Giger, quoi, en fait. C'est vraiment un design que tu n'oublies pas quand tu l'as croisé une première fois, qui est assez terrifiant. Puis ce qui est très intéressant, ça on va le développer, je pense, ce matin, mais dans
les 4 premiers films surtout, c'est qu'ils ont chacun leur originalité, quoi. Chaque film, du fait certainement qu'il a été réalisé par des réalisateurs différents, de nationalités différentes également, apporte quelque chose une petite patte en plus, quoi, en fait, qui crée un attrait particulier, quoi. Donc ils ont, pour moi, le premier, pour l'avoir revu juste après, en fait, bien évidemment, là, ces temps-ci, avec la sortie du nouveau film, tous les autres sont disponibles assez facilement. Et pour avoir revu le premier juste après ma séance de cinéma pour Alien Romulus, c'est quand même fou, la manière avec laquelle le film est encore pertinent aujourd'hui, en fait. C'est toujours aussi efficace. Carrément, encore ça aussi, il faut rappeler dans son époque, c'est en 79, c'est pas encore né. Et tout est fait avec des maquettes, avec de l'imagination et tout. Et c'est vrai que c'est ce que j'aime quand ils sont ici. Je pense que j'aime plus les films de science-fiction des années 70 qu'à 80, parce que dans les années 70, il y avait encore une sacrée imagination, comment rendre réaliste en fait tout ce qu'ils veulent imaginer, etc. Et toute cette fabrication en fait des maquettes pour le rendre le plus réaliste possible, notamment avec les monstres et tout, parce qu'il n'y avait pas la technologie informatique comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est facile, enfin tout est facile. Et encore, on va en parler aussi, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un personnage, bon, voilà, quoi, c'est peut-être le passage le plus grossier du film, mais c'est vrai que il faut remettre dans son contexte, et c'est vrai qu'en 79, avoir créé l'Alien, c'est vrai que moi, il y a 2 films que j'aime de Ridley Scott, c'est Alien et Blade Runner, c'est vraiment ces 2 films-là que je préfère le plus de sa carrière, parce que c'est ça, ils ont une patte, ils ont une grosse personnalité, et qui posaient déjà beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle, comment en fait on fabrique des émotions aussi à travers justement ces artifices, etc. Et je trouve, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'ils ont quand même su garder dans la saga, même si peut-être dans le 4, c'est peut-être celui qui s'appuie le moins dessus. Enfin, j'ai pas trop de souvenirs des autres. Hein. Je me suis arrêtée au 4e. Hein. J'ai pas vu Covenant et Prometheus, ça me disait rien du tout. Mais c'est vrai que peut-être que petit à petit, on s'en détache quand même. Mais les premiers, ça reste vraiment sur ces questions jusqu'où, en fait, comme déjà posé la question qui voit que dans 2001 Odyssée de l'espace, jusqu'où justement l'intelligence artificielle peut contrôler l'humain, etc. Et c'est vrai que ça c'est encore tellement d'actualité, et même encore plus aujourd'hui, puisqu'on l'utilise partout dans nos appareils, etc. Donc c'est hyper compliqué encore de nous impressionner avec. Mais c'est vrai que des questions intéressantes. De ce Alien, qu'en as-tu pensé de ce dernier Alien? Globalement, je rejoins pas mal des critiques qui ont été formulées, ou encore récemment par Valérian, là, qui a fait une très bonne critique sur sa chaîne Cinefiles également. Ouais. Et je trouve que c'est un film qui est visuellement assez impressionnant, en fait, qu'au niveau de sa direction artistique est un beau travail d'artisan, quoi, en fait. On sent vraiment qu'il y a de l'amour du détail, il y a vraiment beaucoup d'attention sur les décors, sur les costumes, sur les ambiances, dès les premières scènes, quoi, en fait. Le réalisateur arrive. J'ai pas vu, malheureusement, l'élément qui me manque vis-à-vis de ce film, c'est que je n'ai pas vu les autres films de Fede Alvarez, en fait. Oui, pareil. Ça, malheureusement, pareil. Sa version d'Evil Dead. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment il a traité Evil Dead, puisqu'il reprenait là aussi une franchise. Mais bon, je suis allé un peu vierge de l'univers de ce réalisateur-là. Mais je trouve que vraiment, tu sens l'amour du matériau original, quoi, de la part du réalisateur. Ça, ça se voit dans l'utilisation des maquettes, du peu d'effets spéciaux entre guillemets directement visibles, quoi. En fait, on sent que c'est palpable finalement. Tu sens que c'est moite, c'est sointant. Il y a beaucoup d'attention sur les textures aussi. Ça, c'est très impressionnant. J'ai eu la chance de voir le film en IMAX et je trouve que il a vraiment bien utilisé ce format-là, quoi. En fait, il y a vraiment des scènes notamment des scènes sur lesquelles il y a plusieurs scènes qui jouent sur la gravité, sur les différences de gravité dans les stations spatiales. Et la toute première scène d'entrée de la jeune équipe dans le vaisseau Renaissance, là, en fait,
elle gère vraiment bien. Il y a ce format, quoi, en fait. Il y a une impression de vide, de déstabilisation, de vertige presque, en fait, que tu ressens vraiment physiquement dans la salle, qui est assez impressionnant, en fait, et qui n'avait pas tant que ça été exploité, je trouve, dans les... Bon, peut-être le défaut de les avoir découverts sur petit écran, mais dans les autres films, en fait. Donc là, il y avait vraiment une belle utilisation de la profondeur, finalement, dans les cadres qu'il a utilisé. Après, au-delà de cet aspect visuel-là et de cet amour de la technique, cette capacité à bien gérer ces aspects techniques, j'ai été un petit peu déçu par la narration du film, en fait. C'est un film qui a beaucoup de bonnes idées, pas seulement visuelles, mais narratives aussi, mais qui a du mal à les exploiter, quoi, en fait, qui a du mal à aller un peu au-delà des concepts que soit il revisite ou soit il pose, en fait. C'est ça qui m'a un petit peu gêné dans le film. Ça, on est d'accord, hein, par rapport à ça. Moi, je me suis posé la question par rapport à la réalisation, si c'était pas la même équipe quand même que Ad Astra, parce que c'était déjà l'équipe de Disney qui travaillait sur Ad Astra de James Gray. Donc, tu vois justement vraiment j'ai perdu le mot. La précision, voilà, chercher le mot, la précision des détails, à la fois sur les machines, à la fois l'espace aussi. L'espace, il est énorme avec le côté de l'anneau. Ça y est, on sait que maintenant c'est de la poussière. Donc, du coup, on n'hésite pas à montrer l'anneau comme une poussière et que malgré tout, on peut quand même s'écraser dessus parce que c'est une poussière qui crée un sol, en fait, un espèce de faux sol où tu peux traverser à travers. Et ça, je trouve que c'est des moments assez magiques du film qui durent malheureusement trop peu longtemps. J'adore aussi quand on dit, il voit à travers la fenêtre et qu'on voit les anneaux aussi comme paysage, enfin, qui entourent l'espace et tout. Ça, j'adore ces passages-là. Et moi, je rejoins complètement sur la narration. Déjà, j'ai eu très peur au début quand ça a commencé justement sur la colonie. Je me suis dit, là, ça y est, le premier terme colonie déjà qui me dérange. Et du coup, est-ce qu'on va aller plutôt vers un film de droite ou quoi? Enfin, voilà, j'ai fait de plus en plus attention à ces termes-là, tu vois, souveraineté, nation, colonie, etc. Et en fait, non, ça revient plutôt sur l'histoire des personnages. Mais c'est vrai, c'est tellement du déjà vu qu'en fait, on est malheureusement pas très touché par ça. Et c'est vrai ça, je rejoins complètement les spectateurs, on n'est pas du tout attaché aux personnages. C'est-à-dire, ils peuvent mourir dans un coin. On sait qu'ils vont servir, par contre, à un déclenchement d'une scène, mais ça va durer 5 secondes et boum, quoi. On n'est pas touché. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui manque, en fait. C'est l'émotion, je pense, vraiment qui manque, mais autour de l'histoire, les personnages, en fait. Ouais, je pense que c'est ça qui est un peu dommage aussi. Oui, je pense qu'il y a un problème de gestion et d'écriture des personnages. Ouais. Peut-être pas forcément de direction d'acteurs aussi, mais à la différence des premiers films, il y a, je pense que déjà le premier Alien était quand même supporté par des acteurs qui, Sigourney Weaver débutait, mais il y avait quand même il y avait Harry Dean Stanton, il y avait Tom Skerritt, il y avait déjà des acteurs qui avaient un certain bagage aussi, puis par leur jeu, t'arrivais à t'attacher quand même assez vite à eux, quoi. Même si, eux aussi, finalement, ils deviennent plus de la chair à créature qu'autre chose au bout d'un moment pour certains d'entre eux. Mais il y avait une façon, le film débute par, je sais plus, le premier Alien, les premières scènes, c'est vraiment eux qui sortent de leur caisson cryogénique, en fait. Donc, tu les vois émerger un à un, en fait, et puis ils font corps ensemble assez tout de suite. Donc, il y a une dynamique qui est, par les scènes de repas, etc., qui est assez vite, ou d'ordre donné, etc., de discussion entre eux, qui est assez vite installé, quoi, finalement, dans le film-là. Le deuxième installe aussi un peu ça avec l'esprit d'équipe, le fait que ça soit une équipe de militaires qui soient ensemble également, ça permet d'installer une dynamique de groupe qui est assez intéressante aussi. Là, et puis ça se perpétue dans le 3 et le 4 également, hein, mais là, on manque un peu c'est un peu artificiel, justement, la relation qu'il y a entre les personnages. Et c'est dommage parce que je trouve que le décor de l'endroit d'où viennent ces personnages est intéressant, justement. Tu parlais de la colonie. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été en suspens, quoi, finalement, en arrière-plan de la saga jusqu'à présent. C'est ce côté,
oppression corporatiste, quoi, justement, en fait. Parce que déjà, la saga, depuis son début, installe comme un archétype de corporation mercantile et oppressive et aliénante, sans faire de mauvais jeu de mots, avec la Wayland Company, là, en fait. Et puis ça, boum, le film d'Alvarez, il te l'installe très bien dès le début. Je pense que c'est je pense que Valérian le disait aussi, mais c'est un des premiers films où on a quand même, on voit au-delà de, on perçoit, si tu veux, quels peuvent être les impacts de cette compagnie sur le quotidien de ces travailleurs, quoi, en fait. Ils sont vraiment utilisés comme des pions, comme des numéros. Ils ont aucune perspective d'échappatoire, en fait, d'émancipation. Donc ça, je trouve que c'est bien installé. Le fait d'installer une colonie qui soit minière, donc la mine, ça, juste le symbole de la mine, ça transporte avec elle beaucoup de connotations de lutte sociale du début du XXe siècle, etc. Et puis j'ai beaucoup aimé ces scènes de début où tu vois justement ces files de travailleurs mornes, gris, c'est très caillouteux, c'est très et qui en ont besoin justement pour construire les machines, en fait, parce que tout le matériel se passe dans les mines, en fait. Et ça, c'est peut-être un élément justement qui a manqué un peu d'exploiter. Peut-être qu'il aurait fallu creuser, c'est un peu délicat, peut-être creuser un petit peu plus justement pour voir quel était l'impact. On le perçoit un petit peu par certains passifs de personnages, quoi, par exemple. Je pense que les parents de l'héroïne, il est dit à un moment qu'ils sont morts de cancer de poumon, donc on sent que la compagnie a vraiment utilise ses employés jusqu'à leur épuisement total, quoi, finalement. Et donc j'ai assez aimé justement ces défilés de mineurs canaris en main, tu sais, qui s'enfoncent dans les entrailles juste pour le bénéfice de la compagnie seulement, quoi, en fait. Donc tu sens que la compagnie les broie, et ça installe justement un contexte qui est intéressant pour comprendre le désir d'émancipation de ces jeunes personnages, en fait. Ils se sentent coincés, ils ont un petit espoir d'arriver au bout de leur terme de contrat de travail qui est épuisé, qui est annihilé d'entrée de jeu, quoi, en fait. On sent tout de suite qu'ils sont coincés sur cette planète. Donc leur seul échappatoire, c'est d'utiliser un élément un élément qui vient de la compagnie en elle-même pour pouvoir s'en échapper et atteindre un ailleurs possible, quoi, finalement. Non, tout à fait. Moi, j'avais juste peur quand même que on comprend qu'on dit va beaucoup servir aussi quand même aussi aux éléments déclencheurs. Et j'avais un peu peur qu'il nous la fasse entre guillemets à l'envers, c'est-à-dire ça y est, un orc qui va devenir un méchant et qui va tuer tous les blancs, etc. Et ça, c'est le problème un petit peu du regard du spectateur avec le cinéma qui essaye de changer l'école du cinéma et tout. Et finalement, justement, comme ça va avec l'histoire, c'est pas choquant, en fait. Tu vis, mine de rien, malgré tout, l'évolution du personnage. Et puis, quelque part, là, par rapport à Andy, c'est un peu normal, finalement, qu'il n'y ait pas d'émotion, puisqu'en fait, c'est un robot, c'est un hybride. Et forcément, les hybrides n'ont pas d'émotion. C'est des émotions créées par l'humain, et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement formatés. Et que, mine de rien, c'est vrai qu'en y repensant, ça fait un peu une critique aussi un peu à ça. Finalement, les gens qui sont bien rangés, qui sont formatés aussi, et c'est vrai que des fois, on peut ressembler un peu à des hybrides, quoi. Alors, tout en restant humain, mais c'est vrai que des fois, du coup, ils nous imitent un peu, et ça, c'est vrai que c'était pas mal. C'est dommage, c'est pas allé quand même jusqu'au bout de l'idée, mais il y a de ça aussi quand même un peu dans l'idée de côté formatage, que les gens qui sont bien rangés, ils respectent tout le règlement, etc. Et il y en a qui veulent pas, et effectivement, ceux qui veulent pas, c'est cette jeunesse qui veut s'émanciper, parce qu'en fait, ils sont en train de payer les dettes de leurs parents. Quand la gamine, elle arrive au poste et qu'elle veut s'échapper et qu'ils disent non, vous pouvez pas parce que vous avez tout à payer, alors qu'en fait, ils en rajoutent, et enfin, c'est jamais terminé. Le cynisme de la compagnie est installé d'entrée de jeu, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, il y avait de très très belles idées. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur quand même qu'ils nous la fassent un peu à l'envers avec les personnages. On dit, heureusement quand même, ça change au fur et à mesure qu'on avance de l'histoire. Et c'est vrai que là, on peut venir au premier référencement. C'est vrai qu'il nous a fait tous un peu rire. En tout cas, pour ceux qui connaissent la saga Alien, c'est vrai, l'hybride H, quoi. Ça, c'est vrai qu'on a trouvé ça un peu quand même un peu grossier. Et c'est vrai que ça, on en est...
on n'est pas naïf par rapport à ça, on comprend que quand même c'est le moyen d'avoir un acteur en moins à payer et que ça a été plus facile de faire revenir un symbole des anciens films, mais en moins cher, tout en le fabriquant par les effets spéciaux, etc. Et ça, c'est vrai. Par contre, là, j'ai pas pu m'empêcher de regarder. C'est là, ah tiens, ouais, bon. Je sais pas si ça leur revient. Je sais pas si ça leur revient moins cher en bout de ligne, quoi, vu les coûts des effets spéciaux, mais c'est un des premiers problèmes des références utilisées dans le film également. Ouais. En fait, je pense que si on avait eu affaire à un androïde avec un autre visage, ça n'aurait pas changé grand-chose en fait à l'histoire en elle-même. Là, c'est justement pour attacher le spectateur à une figure connue. Et puis moi, ça a été le premier élément qui m'a fait comprendre qu'il y avait une volonté quand même de réinstaller le spectateur dans un environnement un peu confortable d'une certaine manière. Donc, et pas subtilement mise en place, malheureusement. Non, c'est ça qui m'a un petit peu gêné. Bon, il y a aussi, ça on peut en débattre longtemps, mais il y a un peu l'aspect éthique, quoi, en fait, du fait que Ian Holm, l'acteur, est mort en 2020, je crois. Donc, reprendre un acteur décédé, pas la première fois que Disney le fait, mais reprendre un acteur décédé pour lui faire jouer un androïde qui est ressuscité entre guillemets pour des scènes aussi courtes comme ça, il y a un côté un petit peu gênant d'une part. Ouais, c'est ça. D'autre part, je trouve que visuellement, ça marche pas toujours dans les mouvements du visage, etc. C'est peut-être la seule scène au niveau de la direction artistique. Ça se ressent moins quand tu vois le visage de H, par exemple, par écran interposé, quand le personnage veut essayer de reprendre le contrôle du vaisseau vers la fin du film. Mais dans les scènes plus frontales où on le voit dans la salle de laboratoire, je trouve que c'est un peu moins bien géré. Et malheureusement, voilà, ça rattache le film au premier volet, quoi, finalement, mais ça n'apporte pas grand-chose de plus, quoi, finalement. Donc, et puis il y a aussi cette première. C'est là où le film m'a plus gêné. C'est pas tant dans la référence. Que ce soit des références de personnages, comme H, des références visuelles comme l'apprentissage du maniement des armes, par exemple, ou les références de dialogue, puisqu'il y a 2 ou 3 endroits du film où il y a des dialogues qui sont cités mot pour mot des opus précédents. C'est aussi dans la manière où ils sont mis en scène, je trouve également. Et ça, c'est choquant dès cette scène avec H où avant de l'éliminer, il redit une phrase, vous avez toute ma sympathie, mais qui arrive après un certain moment de pause, quoi. Il y a une phrase préliminaire qui est dite de la part de H, une petite pause avec un plan sur un contre-champ sur les autres acteurs de la scène, et boum, juste après ça, en fait, il y a cette phrase iconique qui est de nouveau resservie au spectateur. Comme si, en fait, le moment d'attente, il était laissé pour placer le spectateur en suspens en disant mais est-ce que ce personnage va dire la fameuse phrase, est-ce qu'on va avoir ce qu'on attend finalement. Donc il y a une espèce de gestion un petit peu je sais pas, peut-être pas forcément cynique, mais peut-être un peu trop artificielle de la réaction que le spectateur peut avoir dans cette scène, et puis dans la scène bien entendu dans la scène finale où Andy oxy un des xénomorphes en disant get away from her, petite pause, contre-champ, you bitch. Donc là, il y a la même construction de scène que j'ai trouvé un peu gênante, quoi, en fait. Ouais, parce que par contre, moi, l'accouchement, enfin les 2 accouchements, je les trouve vraiment très réussis. Enfin là où justement où j'ai un peu du mal à y croire, mais je pense que ça c'est parce que c'est le film qui a un petit peu vieilli. Dans le 2 où je n'ai pas ce sentiment vraiment que ça sort du ventre. Mais là, je trouve qu'il a vraiment réussi dans les 2 accouchements. Enfin, voilà, on le sait dès le début que la fille est enceinte et du coup, on le devine. Ça, c'est vrai que c'est aussi un peu facile de faire comprendre qu'avec l'évolution du monstre, ça va aussi venir dans le corps. Mais je trouve que du coup, mine de rien, la réalisation est vraiment très réussie.
Et la menace aussi, c'est vrai qu'on me disent les gens du viol aussi quand il y a la bête finale. Moi d'ailleurs, ce passage-là me fait beaucoup penser à La Mouche, le film de Cronenberg, le côté gluant, tu vois, le corps qui se transforme et tout. Ça, je trouve que c'est hyper bien réalisé. Et pareil, ouais, c'est ça, le côté aussi, la précision des détails aussi. Maintenant, tu vois vraiment la bête, tu sais, quand on voit les têtes différentes sortir, là, je trouve ça, par contre, vachement bien fait. Je sais pas si toi, tu as ressenti ça aussi par rapport à ça. Ouais, je trouvais qu'il y avait une bonne manipulation des créatures, peut-être un petit peu plus pour les facehuggers, donc les créatures un peu préliminaires, un peu rampantes, parce que il arrive à créer une bonne dynamique, en fait, dans la manière dont elles sont filmées, quoi. Il y a une scène où les personnages doivent rester un petit peu en suspens pour ne pas créer des réactions, justement, aux facehuggers, et t'as un petit côté, ils sont un peu filmés comme des insectes, quoi, comme des araignées. Et ça, c'est très bien retransmis, je trouve. Il installe pas mal de dynamique parce que voilà, ce sont des créatures qui rampent, qui nagent, qui sautent, qui sont vraiment très imprévisibles, quoi. Finalement, tu sens qu'elles peuvent vraiment surgir de nulle part dans le plan, quoi, en fait. Et ça, le suspense installé autour de ces scènes-là, il est très très intéressant parce que la caméra d'Alvarez, elle va se focuser sur le visage de personnages qui n'imaginent pas d'où la menace peut surgir. Et quand cette menace survient, ça surprend non seulement le personnage, mais le spectateur aussi. Donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Et même si c'est peut-être un peu moins prégnant pour le xénomorphe, il y a quand même des scènes où il arrive à réiconiser un petit peu la créature. Peut-être que c'est dû justement à l'utilisation des effets pratiques, mais je pense notamment à la scène d'éclosion, par exemple, où la créature commence à sortir de son cocon. Donc tu vois les pattes sortir d'abord, ensuite la tête très longiligne, les tubulures, les protubérances en fait de la bête qui sort un à un. Donc tu redécouvres la bête petit à petit dans ses aspects les plus iconiques aussi. Et ça, je trouvais très intéressant la manière de réintroduire justement le xénomorphe dans sa forme finale dans ce type de scène. Carrément, je trouve que c'est un bel hommage. Au contraire, là, justement, il a réussi à rendre plus un hommage, en fait, que vraiment le voler, quoi. Donc, ouais, ça, je suis totalement d'accord. Il y a juste peut-être les scènes de suspense qui sont mal construites. Alors, moi, j'ai réfléchi, j'ai l'impression que c'est un problème de contretemps entre la musique et puis la durée de la scène. Tu vois, quand il va faire parfois amener du suspense, justement faire croire que la bête arrive par derrière, en fait la caméra elle reste tellement trop longtemps figée sur le visage du personnage qu'on ne devine au bout d'un moment que la bête va arriver par derrière. Et c'est vrai que je trouvais que c'était ça en fait, un petit contretemps entre la durée et les émotions que le spectateur peut ressentir au final. Et c'est vrai que ça, par contre, c'est les seules scènes qui n'ont pas marché sur moi parce que au bout d'un moment, comme c'est répétitif, en fait, comme c'est fait toujours de la même manière, finalement, on finit par le deviner, pardon, et du coup, on ressent plus trop, par contre, voilà, le côté suspense, en fait. Vraiment plutôt le côté suspense de ces scènes-là. Je sais pas si ça t'a fait cet effet-là. Ouais, un peu aussi. Autant les créatures sont bien filmées, sont bien mises en place et bien réiconisées d'une certaine manière. Autant finalement, moi, j'ai jamais ressenti de menaces suffisamment oppressantes, quoi, en fait. Ouais. C'est sûr que c'est pas évident au bout du 7e film maintenant de recréer de la peur avec des créatures qui sont si connues, quoi, finalement. Donc il faut vraiment user de stratégie dans sa mise en scène pour essayer de surprendre le spectateur de ce côté-là. C'est pas évident, mais à aucun moment j'ai senti j'ai senti de la menace pour les personnages, en fait. C'est ça. J'ai eu du mal à faire corps justement avec les émotions des personnages dans les situations qu'ils pouvaient rencontrer, quoi, en fait. Et ça, et comme tu le dis, je pense que c'est une question. Je l'ai pas trop ressenti au niveau de la musique, plus au niveau de la durée des scènes, par exemple. Donc pourtant c'est quelqu'un Alvarez qui vient de l'horreur, donc qui connaît bien, j'imagine, les codes de l'horreur au cinéma, en fait. Mais je trouve que ces scènes auraient gagné justement en puissance s'il les avait étendues un petit peu de quelques secondes. En fait, s'il avait pris un petit peu plus de patience sur certains plans. Je pense notamment à la scène
la scène de l'accouchement final, quoi, où la créature hybride dévore sa génitrice, quoi, finalement, en fait. Et c'est une scène qui, justement, aurait encore pu créer plus de malaise, plus d'horreur. Je ne demande pas des tonnes d'hémoglobine, mais au moins juste s'attarder sur peut-être un plan un peu plus rapproché, ça aurait permis de créer un petit peu plus d'angoisse pour le spectateur. Alors que là, je trouve que certaines scènes comme celle-ci sont finalement assez vite coupées, quoi, assez vite expédiées. Alors c'est vrai que moi, comme je dis souvent dans ces moments-là, il n'y a pas que la peur, enfin l'horreur, le côté peur justement où il faut sauter, tu vois, du fauteuil. Il y a aussi le côté atrocité. Je prends toujours l'exemple justement du film Us de Jordan Peele, où tout le monde a critiqué le film, les côtés négatifs, parce que justement ils attendaient à avoir peur, mais ils oublient qu'aussi l'horreur, c'est aussi ce que l'humain est capable de créer, ce que les monstres sont capables de créer. Et moi, je pense que c'est plus sur cette horreur-là, tu vois, qu'il a voulu s'appuyer, que vraiment le côté, voilà, nous faire sursauter, ou, enfin, tu vois, d'être vraiment impressionné, tu vois. Des fois, on a tendance à oublier, tu vois, les deux sens de l'horreur. Mais ça, je pense que, par contre, là, je crois que c'est Durandal qui disait ça, que ça, c'est le problème du côté marketing, tu vois, de faire les cases, de le mettre dans le côté horreur et de faire croire que, justement, c'est que de l'horreur. Alors que, enfin, dans le côté, voilà, suspense, ça va nous faire peur, etc. Alors que c'est pas que ça. En fait, je pense que c'est vraiment un film, pardon, qu'il faut voir comme de la science-fiction, avec, oui, un temps quand même d'horreur, mais dans le sens, ouais, de l'atrocité, en fait, plus le côté, ouais, philosophique, en fait, le côté de l'atrocité de l'être humain, enfin, quand il se rencontre avec sa propre technologie, quand il se rencontre avec ses propres monstres. Moi, j'ai plus ressenti ça, et c'est vrai que du coup, ça, pour moi, ça a vachement fonctionné, en fait. Ouais, et puis je trouve que les cadres de l'horreur sont là parce qu'il utilise beaucoup il utilise bien l'atmosphère de huis clos, quoi, en fait, le côté confinement, le resserrement des couloirs, etc. Donc il y a au niveau des décors, au niveau de la mise en place, elle est là, cette oppression-là, mais elle n'est pas ressentie par les actes qui suivent, quoi, en fait, parce que ce qui se déroule dans ces environnements, malheureusement. Et c'est vraiment une différence très subtile, parce que si tu reviens au premier film, il y a toujours eu une base d'horreur, je pense, dans les 4 premiers films, quoi qu'il arrive, mais l'horreur du premier Alien de Ridley Scott, elle est souvent hors champ, quoi, finalement. Je pense que j'ai vu une interview d'Alvarez, je pense que c'était pour IndieWire, en fait, où justement lui il disait que il y avait très peu des attaques du xénomorphe qui étaient filmées de front, quoi, en fait, dans le premier film. En fait, tu vois la tête du xénomorphe, sa mâchoire intérieure qui surgit, mais l'impact il est rarement filmé, quoi, en fait. Tu vas voir les effets de l'impact, les cris en hors champ, par exemple, et ça c'est, je pense que mine de rien, Alvarez a voulu retourner un peu vers cette approche de l'horreur, mais il y a une petite différence de timing qui est assez subtile, qui fait que là, ça fonctionne un peu moins. C'est louable, hein, sa démarche, parce que comme on le sait du premier Alien, ou comme on le sait, je sais pas, même dans le Jaws de Spielberg, par exemple, le moins tu en vois, le plus ton appréhension, ton imaginaire joue justement pour susciter cette horreur. Et ça, je trouve qu'Alvarez l'a indéniablement compris, mais il y a un timing, il y a un rythme dans ces scènes qui n'arrive pas à installer ce sentiment-là pleinement, je trouve. C'est vrai que dans certains films, c'est ça qui est terrible, c'est ce qui est le plus passionnant, c'est parfois malheureusement le off-champ, parce que en fait, c'est nous-mêmes qui imaginons en fait les scènes, quoi. Et du coup, ça va tellement plus au pire finalement ce qu'on voit très souvent à l'écran. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce décalage-là entre ce que veut réaliser le réalisateur et puis nous, quand on le regarde, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est toujours très passionnant, je trouve, aussi à analyser le off-champ quand il fait malgré tout intégrante, quand il est intégré aussi à l'histoire, en fait. C'est vrai que peut-être, c'est ça, c'est ce décalage entre le hors-champ qui n'a pas autant réussi, effectivement, que les 2 premiers films de la saga. Ça, je suis assez d'accord sur ça. Moi, non, c'est plus effectivement, par contre, pour les armes, hein.
Bah, j'ai toujours le problème avec les armes, c'est-à-dire que là, quand même, ça représente bien un peu l'Amérique, voilà, pour ce collègue-là, avoir des armes, et puis surtout par rapport à l'âge, parce que bah, il faut le savoir, aux États-Unis, même à 5 ans, tu peux avoir une arme, donc du coup, c'est vrai que le vendre aussi à travers les films, là, c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus, mais voilà, ça fait malheureusement partie de la culture américaine. On a tendance Puis là, je parfois. pense que c'est plus une charte vis-à-vis du second film aussi, quoi. Ouais. Toute la scène Oui. d'accaparement puis de manipulation des armes, elle fait directement référence au film de Cameron, quoi, en fait. Ouais. Donc, Ah, mais ça moi, par contre, j'ai l'impression que il s'est un peu vengé quand même du film de Cameron, tu vois? Enfin vengé, pas vengé, mais il a un peu dit justement fuck, tu vois? Dans le sens où non, mais moi je vais te montrer un peu ce que tu as raté dans ton film, mais que moi je vais en faire en mieux, tu vois? Mais dans le sens positif, parce que moi je trouve que ça a vachement bien marché. Après, c'est vrai que les copains cinéphiles le savent que je suis pas une grande fan de Cameron, mais mais c'est vrai que j'ai une impression de ça par rapport à l'accouchement aussi, justement, où là, comme je disais tout à l'heure, je ressens beaucoup plus dans ce film-là que dans le film de Cameron, quand la femme accouche aussi du monstre, l'héroïne du film de Cameron. Et c'est vrai que là, c'est aussi un problème d'époque, hein. C'est vrai que c'est clair qu'on n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui pour pouvoir faire cette scène-là, mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai eu cette impression qu'il a dit un peu fuck quand même à Cameron par rapport à ces scènes un peu critiquables. Et donc ça m'a fait un peu rire. Je sais pas, je suis pas, parce que dans les interviews d'Alvarez que j'ai pu lire, en fait, les deux personnes qu'il a le plus consulté, bon, il y a Ridley Scott bien sûr parce qu'il est à l'origine de la saga, mais il a beaucoup consulté Cameron apparemment. Il a eu beaucoup, il lui a présenté le premier cut du film par exemple. Il a eu beaucoup de conseils de sa part. Donc, je pense qu'il y a quand même certaine volonté de respect. Les références directes à l'opus de Cameron, qui est quand même plus grouillant, quoi, en fait, qui est plus un film de guerre finalement qu'un film d'horreur oppressante qui était le premier. Elle se retrouve justement dans la multiplicité des créatures, dans les scènes peut-être un peu plus combatives aussi, comme la scène du tunnel où t'as le personnage de Rain qui dézingue les aliens qui voguent vers elle et qui sont plus soumis à la gravité, par exemple. Donc il y a quand même une volonté de dommage et le seul raccrochage, je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui n'est pas fait par rapport au second film, c'est la figure de la reine pondeuse, quoi, en fait. Il y a pas d'image de la reine alien, donc je pense qu'il est plus dans la naissance le cycle de vie de la créature. Il se place peut-être un peu plus du côté du premier et du premier film que des suites, j'imagine. Mais non, j'ai pas trop ressenti d'animosité de la part de Cameron. J'ai pas le souvenir qu'il y avait des scènes d'accouchement dans le. Alors il y a la Black à un moment donné, celle qui conduit le vaisseau. Elle aussi, elle est touchée, tu sais, à un moment donné, elle accouche. Mais contre son corps, elle ne sait pas. Tu sais, à un moment donné, on voit un monstre sortir de son corps. Et après, du coup, il y a la fille qui est, par contre, elle est enceinte, on le sait, et que ça va se transformer en monstre au fur et à mesure du film. Et il y a cette personne-là, voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et ça, c'est moi et mes références. Mais il y a un truc intéressant il y a un truc intéressant vis-à-vis de du regard sur la maternité dans la saga Alien, je trouve, en fait, parce qu'il y a toujours t'as un peu l'impression il y a quelque chose à creuser, à développer, parce qu'il y a la maternité jamais montrée d'un côté positif, quoi. En fait, il y a déjà au niveau de la corporation pour laquelle il travaille, qu'en fait le logiciel informatique qui gère les commandes du vaisseau s'appelle Mother. Là, je pense que dans Alien Romulus, il y a aussi le langage en lui-même qui permet à l'Android justement d'accéder aux différents sas du vaisseau, s'appelle Mom. Donc il y a déjà dès le départ quand la saga se crée une perversion du concept de maternité, où au lieu d'être protectrice, elle
Elle est un monstre, elle est aliénante, quoi. En fait, Ouais. elle est aliénante. Elle devient par la suite castratrice aussi. Donc, ça se poursuit c'est toujours décliné c'est vrai. dans les premiers opus de la saga où dans le deuxième, en fait, dans la version longue du deuxième, tu apprends que Ripley, elle était mère à la base, et puis que dans sa dérive dans l'espace pendant une cinquantaine d'années avant le début du film, tu apprends que finalement elle a perdu, elle a passé une cinquantaine d'années dans l'espace, et puis sa fille est morte avant qu'elle ait pu la retrouver, quoi, en fait. Et donc elle devient par la suite, c'est pour ça que la version longue du deuxième est intéressante, parce que tu perçois l'impact émotionnel qui survient quand elle devient mère de substitution pour la gamine qu'elle retrouve dans la colonie du deuxième film, par exemple. Donc il y a cette idée de mère de substitution dans le deuxième. Le troisième, elle devient mère elle-même, puisqu'elle est elle-même porteuse, Ripley, d'une créature finalement, mais elle n'enfante qu'au moment de mettre fin à ses jours, quoi, en fait, puisqu'elle pourra enfanter qu'un monstre. Après, il y a toujours cette idée de maternité dans le quatrième volet, où il y a cet hybride entre un monstre et un humain également. Donc, il y a toujours ce côté un peu pervers de la maternité qui est de nouveau creusé ici, je trouve aussi, hein, de nouveau, dès que tu apprends que l'une des jeunes interprètes, que l'une des jeunes passagères, par exemple, est enceinte, tu la sais déjà condamnée, quoi, d'une certaine manière. Et finalement, elle se retrouve pervertie, puis elle-même dévorée par la créature à laquelle elle donne naissance aussi. Donc il y a vraiment un aspect qui finalement rattache la maternité au regard du film et de la saga sur l'aliénation des corporations, quoi, en fait, puisque la maternité devient oppressante et devient aliénante, devient castratrice aussi, comme l'est la compagnie Weyland dans la saga en elle-même. Donc, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire de ce côté-là, puis qui est renforcé par toute le visuel explicitement sexuel, quoi, finalement, de la créature et des environnements. Et ça, par contre, je rejoins notre ami cinéphile. Je trouve pas que ça soit choquant. Enfin, je trouve qu'il n'en fait pas du tout de trop. Ça va vraiment avec la scène. Et même, du coup, c'est à ce moment-là que ça m'a fait la référence à La Mouche de Cronenberg. Justement, quand tu vois tout ce corps englué, les os aussi qu'on voit, parce que ça nous démontre comment le corps est formé, tout ça. Et moi, ça m'a fait vraiment penser à La Mouche de Cronenberg, quoi. Mais je trouve pas du tout que ça soit dans le gore. Enfin, c'est là où c'est un peu triste avec le cinéma d'aujourd'hui, ou en tout cas le regard des spectateurs, c'est que dès que ça montre un peu plus, on crée tout de suite en scandale. Et quand il y a un peu de retenue comme là, je pense, ça dit « Ah non, mais ça montre pas assez, etc. » Mais au bout d'un moment, c'est vous aussi, enfin, qu'il y en a un peu plus, vous criez en scandale, et quand il n'y en a pas assez, vous criez aussi en scandale parce que vous ne l'avez pas vu. Et ça, je pense que c'est le problème, ça rejoint un peu le côté hors-champ, c'est-à-dire que comme c'est nous-mêmes qui imaginons, du coup, on serait plus impressionné que finalement parce qu'on verrait, et c'est vrai que ça, c'est toujours un peu plus pénible de ce genre de remarques, parce qu'en fait, c'est nous qui nous faisons des films sur les films, et que des fois, non, je trouve que ça fait du bien de montrer juste ce qu'il faut et pas en faire trop. Et je trouve que là, et je pense qu'en plus, c'est justement son respect, du coup, d'une manière malsaine, parce que c'est pas à travers un monstre, mais je pense que c'est dû aussi sa vision du respect par rapport aux femmes, quoi. C'est pour ça qu'il n'est pas allé dans le gore comme certains l'auraient fait, quoi. Ouais, puis il y a peut-être aussi un respect il doit avoir un certain bagage, une certaine connaissance de l'historique du film d'horreur aussi, parce que comme tu dis, si ça rapproche à La Mouche, ça rapproche aussi à tous ces classiques des films d'horreur qui justement parlent d'hybridation, de transhumanisme, etc. Et tous ces films-là avaient quand même une certaine retenue, quoi, qui était due aux capacités techniques de l'époque, mais qui était aussi due à l'ingéniosité qui obligé finalement des metteurs en scène. Donc là, il y a une sorte de petit hommage de ce côté-là. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est d'autant plus pervers que
quand tu joues avec une figure comme celle-ci qui est hyper connue ou Ouais. avec d'autres figures horrifiques comme Predator ou je sais pas, le requin des dents de la mer, par exemple, les gens s'attendent à voir la créature quoi, d'une manière, s'attendent à en voir plus finalement, à avoir un peu plus de visuel vis-à-vis de Ouais. pour retrouver justement cette référence constante. Donc revenir à une forme de narration visuelle qui va justement révéler un petit peu moins, ça va forcément créer une certaine frustration de la part de certains spectateurs. Mais après, c'est tout. Faut aussi que le réalisateur ait confiance en l'intelligence de son public. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis il faut accepter qu'effectivement, ça je suis d'accord avec les gens qui disent ça, quand c'est une saga, enfin c'est chacun il va avec sa patte en fait, sa personnalité. Ça serait vraiment ennuyant si à chaque fois on devait voir toujours les mêmes films, quoi. Ben, ça, pour moi, c'est un peu l'autre côté négatif du film. C'est autant les 4 premiers volets, tu sentais chacun des réalisateurs, donc de nouveau, que ce soit Scott, Cameron, Fincher, malgré tous les déboires qu'il a eu sur le film, ou Jeunet, 4 réalisateurs, tu sais, un Anglais, un Canadien, un Américain, un Français. Là, on a, ils ont chacun apporté leur patte particulière, quoi, en fait. Non seulement dans la forme du film aussi, mais il y a quelque chose d'extrêmement Jeunet dans le 4e Alien, par exemple. Et puis bon, la personnalité de Cameron, cette espèce d'idéalisation de l'aspect militariste un peu, il était très présent dans le 2e également. Donc chacun avait vraiment cette patte qui rend justement cette saga. Tu me demandais quel était mon rapport à la saga, mais c'est ça aussi, quoi. C'est il y a peu de sagas finalement dans l'histoire du cinéma qui sont construites avec autant de pattes, justement, de présence marquante de la part de leur réalisateur. Peut-être un petit peu les Missions Impossibles dans leur premier volet, éventuellement, qui étaient aussi réalisés par des réalisateurs différents. Mais là, dans ce schéma-là, c'était ça qui était intéressant. Et là, on a un nouveau réalisateur qui vient, un Uruguayen, donc encore une nationalité différente. Et justement, tu t'attends à ce qu'il y ait une patte visuelle un peu plus prégnante, un peu plus palpable. Et ça, je trouve que ça manque malheureusement. Peut-être dû au trop plein de références, quoi, en fait. Il a tellement à cœur son matériau, il a tellement une envie palpable de rendre hommage, de faire des références visuelles, de dialogue, d'interaction de personnages, que finalement ça le contraint, je trouve, ça l'englue un peu, et ça empêche justement le film de trouver sa propre personnalité. Et ça, c'est je trouve le défaut majeur du film, malheureusement. Ouais, c'est vrai parce que c'est comme Indiana Jones, hein, le 5e. Comment il s'est fait décrire par la critique, parce que c'est vrai que ça a été ça. C'est dommage aussi, parce que c'est la même chose. C'est un personnage qui est très très marqué visuellement par son habillement, par son attitude, etc. Il trimballe tellement de souvenirs pour le spectateur que même pour quelqu'un comme le réalisateur du dernier Indiana Jones, là, j'ai oublié son nom. James Mangold, c'est loin d'être un tâcheron, quoi. Il a quand même sa propre personnalité. Il a su présenter des choses assez originales dans ses films précédents. Mais voilà, c'est difficile de sortir du carcan d'un. Et quand il y en a qui essayent avec Star Wars, ils se font aussi, dans un autre côté, complètement bâcher parce que ça répond pas au. Là, tu te demandes à quel point c'est soit des contraintes que s'impose le réalisateur ou les contraintes du studio aussi. C'est ça que je trouve assez rigolo dans la manière dont le film est construit, parce que c'est le premier Alien qui est produit par Disney. Donc, et la première scène du film, qui au demeurant est super bien filmée parce qu'elle est toute en silence. Mais je pense qu'ils ont de très bons techniciens, Disney, ça je pense qu'ils ont très bons. Je pense qu'ils ont des équipes. Mais pour certains films, comme Ad Astra, comme je disais tout à l'heure, Ad Astra c'était déjà l'équipe de Disney parce qu'ils étaient en train de racheter
la Paramount, et c'est ce que disait James Gray, j'ai dû travailler avec Disney, ça s'est super bien passé. Et ça se ressent, enfin, quand tu vois la réalisation de Ad Astra, c'est aussi une pépite quand même. Hein, enfin, voilà, quoi. Mais moi, non, je pense qu'ils ont de très très bons techniciens à Disney. Mais et puis donc il y a comme comment un parallèle justement que tu peux faire. C'est peut-être de la surinterprétation, mais dès le début du film, tu as un vaisseau qui récupère les débris du vaisseau qui a explosé à la fin du premier film, quoi, en fait. Donc tu sens que c'est un peu figuratif de la compagnie qui va récupérer justement les restes d'un chef-d'œuvre passé, quoi, en fait, pour essayer d'en tirer à nouveau profit, quoi, en fait. Alors que à la fin du premier, bon, la bête, elle est expulsée du vaisseau, elle est carbonisée, donc normalement, dans la tête du spectateur, elle est annihilée, quoi. Et puis finalement, il y a toujours un moyen de la part de l'entreprise de retrouver, quoi qu'il arrive, de trouver un moyen finalement de toujours voilà, trouver une petite faille pour revenir pour réexploiter de nouveau ces franchises-là. Donc, pour un film qui parle d'exploitation, justement, c'est quand même assez ironique, quoi. Donc, ça, c'est pour toucher les nouvelles générations. Hein. C'est vrai que ces films-là ont 79, 41 ans, donc du coup, c'est vrai, enfin, même plus, hein, au moins 41 ans. 45. Donc, du coup, il faut rajeunir tout ça, quoi. Donc, il faut essayer. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu, par contre, le problème que j'ai, c'est pas du tout la diversité qui me dérange, comme on crie un peu trop souvent dans les critiques. Non, c'est pas du tout la diversité qui me dérange dans les films, mais c'est trouver des acteurs qui touchent, et comme on a tendance à aller trop vers les jeunes, ça, on en parlait un petit peu avec Vivian pour Dune, où justement, c'est un peu ce qu'on rencontre comme problème aussi Dune, c'est que, surtout celui de David Lynch, finalement, où les jeunes ne sont pas si forts que ça, finalement, pour vraiment exprimer toutes les émotions. Enfin, c'est, mine de rien, un acteur, c'est un métier et tout ça. Donc, c'est vrai, quand on a tendance à mettre trop de jeunes, des fois, les émotions passent à côté. Et ça m'a fait ça, par exemple, pour la série Les Seigneurs des Anneaux, où j'ai eu aucune émotion. Par contre, je la trouvais très bien réalisée et tout, mais je n'ai eu aucune émotion dans l'interprétation des acteurs et tout. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le problème à vouloir toucher une nouvelle génération, parce que c'est vrai que le problème d'aujourd'hui, c'est que le cinéma américain se vieillit. On le voit, hein, Ridley Scott, il est vieux, Coppola, il est vieux, Scorsese, il est vieux, ils sont tous vers leur fin de carrière, donc il faut rajeunir tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'on essaye de rajeunir en même temps les acteurs, voilà, c'est vrai que devenir vieux au cinéma, c'est triste à dire, mais c'est finalement assez jeune, et du coup, on essaye à chaque fois de trouver de nouvelles générations, et on met à peu près 10 ans pour voilà, formater un nouveau regard, pour accepter les nouvelles générations qui arrivent et tout. Et c'est vrai que ça, c'est la machine de Disney et qui détruit un peu, du coup, la personnalité du cinéma en tout genre. Et ça, c'est vrai que c'est une très grande tristesse. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut leur reprocher. Ça fait faire, et c'est très bien prouvé dans le film où, effectivement, ils font déjà des grands acteurs, alors que non, Cantor est seulement entre 20 ans et 25 ans. Enfin, voilà, on dirait qu'ils avaient envie de mettre les vieux au placard, quoi. Non, je sais pas, j'ai un peu de doute là-dessus, je dois t'avouer, parce que oui, tu peux penser ça, surtout d'une compagnie comme Disney, justement, qui cherche à revitaliser ses propres franchises et les franchises dont elle s'est accaparée. Mais bon, là, la jeunesse, elle sert aussi l'histoire, quoi, parce que Alvarez, il veut parler d'émancipation, et puis il a besoin justement d'un terreau peut-être un peu plus jeune pour voilà, essayer de donner un nouvel espoir à cette génération qui voit ses parents justement se faire broyer par le système, par le corporatisme, par le capitalisme. Et ils se savent condamnés, quoi, en fait. Ils ont l'expérience des générations passées. Donc, je pense que ça, c'est important d'avoir ce noyau-là pour créer un contexte de volonté d'émancipation, finalement. Je comprends. Après, c'est peut-être plus une question de direction d'acteurs, parce que oui, ils sont jeunes, mais j'ai entendu beaucoup dans les critiques qu'on parlait d'un casting adolescent, mais bon, Kelly Spenny, c'est comment, Archie Renault, je pense, l'autre acteur, ils ont quoi, 26, 27 ans,
Davin Johnson, il a 30 ans, il a l'âge qu'avait finalement Sigourney Weaver lors du premier film. C'est pas des ados non plus, c'est des jeunes adultes. Bah, je suis d'accord, mais c'est pas des adolescents. Et je trouve que personnellement, je trouve que c'est peut-être plus une question de direction d'acteur. Par exemple, Davin Johnson là, qui joue le Andy, il y a de la matière, il est intéressant son personnage aussi, mais j'ai pas toujours été convaincu par son interprétation. Je pense que ça m'a un petit peu. Il tente des trucs, quoi. Le bégaiement, par exemple, du personnage au début du film, qui démontre comme tu sens que c'est un androïde qui a été revitalisé, refabriqué, etc. Donc il y a des petits défauts de langage qui s'expliquent comme ça. C'est un peu limite au niveau d'utiliser justement un handicap pour le signaler, mais et donc voilà, alors qu'une fois que une nouvelle puce est remise à l'intérieur de l'Android, son langage devient plus fluide, il devient beaucoup plus communicatif. Donc là, il y a des choses à jouer, mais sa prestation m'a pas toujours convaincu. Je trouvais que malgré tout, il restait toujours un petit peu sur la même ligne. Mais malgré ça, et puis bon, après les trois autres acteurs sont un peu plus les plus jeunes acteurs sont un peu plus en retrait, quoi. Ils sont éliminés assez rapidement. Mais l'actrice principale s'en sort bien. Je pense qu'elle Kelly Spenny a surveillé, quoi. C'est le troisième film où elle offre quand même une belle prestation après Priscilla et puis après Civil War, par exemple. Donc non, ça m'a donné envie de la suivre pour ses prochaines interprétations. Et puis après, je sais pas, il y a peut-être aussi le fait d'avoir un casting relativement de jeunes adultes. Ça aussi permet de éventuellement perpétuer de reprendre, de s'ouvrir, de se laisser une porte ouverte pour réutiliser le personnage par la suite aussi. Mais non, j'ai pas été trop gêné par l'âge du casting, moi, personnellement. Je trouve que ça s'inscrit quand même dans la narration du film. Oui, je comprends qu'on puisse y voir de la part de Disney quelque chose d'assez d'assez mercantile et de vouloir justement s'accaparer un public jeune. Mais voilà, tu peux très bien t'identifier avec une actrice de 25-30 ans, même quand tu es beaucoup plus âgée qu'elle aussi. Ça dépend aussi de comment le personnage est géré, comment les acteurs sont dirigés. Moi, le souci majeur au niveau des personnages, c'est plus leur écriture. Ils sont souvent leur passif, leur motivation, elle est souvent l'objet de dialogues qui sont très rapides, quoi. T'apprends en une phrase que la sœur de l'ex-petite amie de l'héroïne est enceinte. T'apprends rapidement que l'héroïne et le personnage de Tyler ont une relation, mais c'est jamais palpable, en fait. C'est jamais exploité, cette relation entre eux. Même chose pour le couple formé entre le cousin et puis sa petite amie qui est l'une des premières à se faire oxyre par la bête, là, par exemple. Il y a pas vraiment de relation palpable entre eux. Donc ça, je trouve que c'est ça qui est pas très bien écrit aussi. Même dans le personnage qui est joué par Spike Fern, en fait, Bjorn, je pense qu'il s'appelle dans le film, il est, sa haine envers Andy, l'androïde, elle est signalée juste dans un dialogue très court qui dit que voilà, que les androïdes ont été responsables de la mort de ses parents. Pouf, c'est vite expédié, quoi, en fait, mais c'est très caricatural, quoi, dans la manière d'écrire, très expéditif dans la manière d'écrire les personnages. La seule relation qui est peut-être un petit peu plus élaborée, et je pense que c'est l'objet principal de l'intérêt d'Alvarez, c'est la relation entre Andy et Rain. Mais même là, ça pourrait être creusé un peu plus. Ça, on est assez d'accord là-dessus. Mais peut-être que ça sera pour la suite. Ou alors peut-être que aussi le film a souffert de cut aussi. Ça, c'est un peu difficile à dire. Mais plus tard, je pense qu'on aura aussi des scènes inédites, comme on dit, ou peut-être une version longue. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop ça en général, mais bon, c'est peut-être qu'on devra y faire malheureusement, quoi. Mais ouais, ça c'est toujours la difficulté.
voilà, moi, je pense que j'ai tout dit. Donc, moi, je trouve que c'est pas un film aussi détestable qu'on pourrait le dire. Moi, je trouve que c'est quand même bien réalisé. Mais c'est vrai que là, c'est ça, c'est le manque de l'écriture, l'approfondissement, en fait, des personnages. Et du coup, que parfois, du coup, l'histoire va un peu à la vite fait, quoi. Donc, moi, c'est surtout ça qui m'a un peu frustrée. Voilà, si tu veux conclure aussi sur le film. Ouais, c'est un film qui est visuellement assez impressionnant, qui utilise bien ses décors, qui utilise bien ses environnements, j'ai bien aimé la manière de gérer le rythme du film d'une certaine manière. C'est un récit qui est quand même assez resserré, qui tombe pas trop dans l'habitude actuelle de justement d'étirer un petit peu ces films à fort potentiel comme ça. Là, c'est se concentrer sur un tout petit peu moins de 2 heures. Donc le récit est suffisamment structuré pour que tu ne t'ennuies pas, quoi. En fait, il y a pas trop de baisse de rythme, quoi. En fait, il y a vraiment Valérian le disait dans sa critique aussi, c'est un peu un film par étapes, quoi. Chaque sas et chaque couloir de l'environnement qui est utilisé sert à un élément narratif. Donc, c'est assez stimulant pour le spectateur parce que ça le fait passer un petit peu d'une étape à une autre et ça soutient l'attention du spectateur, je trouve. Et ça, c'est bien géré. De cette manière-là, je trouve que le film vaut le coup d'être vu, au cinéma aussi, parce que voilà, la colorimétrie, la photographie du film est très, très impressionnante aussi. Après, c'est pas un film où il faut s'attendre à avoir beaucoup de surprises par rapport à la saga, par rapport aux films d'horreur en général. Il n'y a pas de scènes qui sont... Pour ceux qui connaissent la saga, ils apprendront rien de nouveau, quoi. Mais peut-être pour la génération nouvelle, par contre, ça peut changer. C'est vrai que ça serait intéressant de voir la différence entre la plus vieille génération, nous, et les jeunes. De voir le ressenti des personnes qui découvrent la saga par ce film-là aussi. C'est sûr que le ressenti doit être différent aussi, parce qu'il n'y aura pas la référence des dialogues qui sont explicitement redits ou de scènes qui sont explicitement reconstruites, par exemple. Donc, je pense que ces spectateurs-là vont certainement avoir un enthousiasme plus marqué peut-être, mais non, c'est un film qui est certes sans surprise et qui prend peut-être pas assez de risques, qui n'a pas assez la marque de son réalisateur, mais qui reste quand même assez agréable à suivre, quoi. Carrément, oui, j'ai vu bien pire cette année dans les blockbusters, hein, ça, on va pas se mentir. Hein. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et justement, si vous êtes jeune, si justement il y a des choses qui vous ont marqué, parce que c'est la première fois que vous découvrez cette saga, ça nous intéresse vachement. Et puis, vous les anciens, hein, n'hésitez pas aussi. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à dire on n'a pas parlé, ça, là aussi ça a été beaucoup commenté, mais je trouve qu'il exploite pas très bien son titre aussi, parce que le Romulus, justement, il y a une connotation mythologique de confrontation fraternelle aussi, qui aurait pu être intéressante à exploiter aussi, mais justement ça c'est peut-être ce qui manque dans la narration aussi, c'est que oui, on voit le décor, on sait que le vaisseau Renaissance est partagé entre une section Romulus, section Rémus. Finalement, la section Rémus, je crois qu'on la voit pas du tout. Donc finalement, ça c'est assez. Il y a une bonne idée de départ aussi, mais même si le film exploite une relation fraternelle entre les deux personnages principaux, il n'y a pas de. Finalement, il y a toujours une recherche de complicité, de support, de protection finalement de la part de ces deux personnages. Il y a un basculement des dynamiques de protection entre les deux, et il n'y a pas de dynamique de confrontation finalement vis-à-vis d'eux aussi. Donc j'ai eu un peu de mal justement à saisir le rattachement de l'histoire par rapport à son titre qui suggérait beaucoup au niveau mythologique. Et on sait que la saga Alien justement les opus précédents qui référaient à la mythologie, comme Prometheus par exemple. Donc tu t'attends à ce qu'il y ait justement quelque chose qui soit un petit peu plus creusé du côté mythologique, qui pourrait justement apporter une dimension supplémentaire au xénomorphe et tout, et ça manque un petit peu malheureusement.
ça c'est vrai et en plus, les frères Scott, donc du coup, Tony Scott et Ridley Scott sont passionnés en plus par la mythologie, il me semble, hein. Dans leurs films, c'est beaucoup ce qu'ils exprimaient aussi à travers des métaphores, bien sûr, mais je crois que aussi c'est des passionnés de la mythologie, alors que ça soit russe ou romain ou et cetera. Mais il me semble aussi que c'est ce qu'ils aiment exploiter au cinéma, le côté, mythe, en fait. Ah, Il me semble. surtout pour Ridley, quoi. Je veux dire, il Ouais. a exploité, que ce soit au niveau du peplum, au niveau des personnages héroïques, Ouais. comme Robin des Bois qu'il a pu explorer, etc. Oui, il y a une volonté d'explorer le mythe, d'explorer les figures iconiques un petit peu qui vient de son cinéma. Donc, c'est intéressant aussi. Mais voilà, je trouve que ça manquait un petit peu dans le Ouais. film. Mais voilà. Mais parce que c'est pas Ridley Scott. Voilà, Non. exactement. Mais c'est vrai que moi, je pense que ouais, peut-être que le titre a été une erreur à ce niveau-là, mais ça, c'est toujours. Enfin, je pense que c'est toujours difficile de trouver un nouveau titre à une saga, encore une fois. Et c'est quand même, voilà, ils ont eu vachement de mal aussi pour faire tenir Matrix, enfin, à chaque fois où on sent que le titre aussi a été vachement de mal à choisir, parce que ben, c'est vrai que le titre, normalement, c'est censé faire un résumé de ce qu'on va voir dans le film, mais c'est vrai que ça, pas au mythe, du coup, effectivement, de Romulus, c'est vrai qu'on ne voit pas trop. Ou alors, il faut vraiment chercher, quoi. Ouais, non, mais peut-être que Alien 7 aurait été moins vendeur, quoi. Mais bon, peut-être que ça sera pour. Ça se trouve, ça prépare une trilogie aussi, hein. Si ça marche, ils vont peut-être faire une trilogie. Je t'avoue que je sais pas trop, mis à part la série Ouais, télé la là, série. Ouais. qui devrait se passer sur Terre, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas trop quel est le plan Ouais, la de suite, quoi. Disney et d'éventuellement Ouais. Alvarez pour les suites à venir. Ça, mais de toute façon, Ouais, bah, surtout que c'est vrai je me qu'il fais fallait pas trop de le soucis relever. vis-à-vis de Disney. Je pense ils ont des cartouches à exploiter clair. pour extraire le jus de cette franchise jusqu'à plus soif, je pense. Ouais. Non, et puis c'est clair enfin, il fallait réussir hein, à remonter de si loin, enfin, entre les deux derniers enfin, il y a eu Predator. Predator, j'ai pas du tout vu non plus, mais je sais qu'il y a énormément aussi divisé les gens, et notamment des acteurs qui ont joué dedans, qui n'ont pas du tout aimé apparemment l'expérience, où ils disaient que justement beaucoup de scènes ont été coupées et que c'était pas forcément les meilleures. Enfin, ça malheureusement, on ne saura jamais, mais c'est vrai que ouais, revenir quand même par rapport à ça, je trouve que c'est quand même une belle réussite, et vraiment aussi dans les effets spéciaux. Mais c'est ça, il y a quand même un petit truc qui manque dans l'histoire pour que ça nous surprend, en tout cas pour ceux qui connaissent la saga. Peut-être que ça sera différent pour quelqu'un qui le découvre, effectivement, mais c'est vrai que pour voilà, nous qui la connaissons un petit peu, c'est vrai que ça manque quand même un petit quelque chose, quoi. Voilà, C'est ça qui est un moi peu je triste pense que j'ai tout dit. ça qui est un peu triste quoi d'une certaine manière Ouais, parce que tu pourras jamais retourner à une fascination originelle quoi ouais, finalement que ça soit pour Alien, que ça soit pour Predator, ouais, pour les Dents de la Mer, pour quoi que ce soit, la fascination créée par le premier film, par la découverte d'un univers, d'un environnement, c'est ça. de personnages, de créatures, tu pourras jamais y revenir. Ce qui va changer, ce qui change maintenant, c'est qu'on a des techniques qui nous permettent de les aborder visuellement d'une nouvelle manière. C'est ça. Mais c'est d'une certaine manière, c'est un peu bancal parce que c'est justement l'absence ou les difficultés techniques de l'époque qui ont créé par le hors-champ, par la débrouillardise et l'artisanat de ces concepteurs qui ont permis un attachement du public à ces figures-là. Mais voilà, les studios, Disney étant une corporation qui a tellement accaparé de studios, de franchises dans ces dernières années, ils ont maintenant l'obligation de les exploiter, en fait, finalement, ces figures-là. Enfin, ou l'obligation et puis la volonté mercantile de le faire aussi, quoi. Mais malheureusement, ça bloque leur possibilité de créer quelque chose de nouveau. Ouais, Voilà, c'est ça. maintenant, on a du mal à trouver des nouvelles figures iconiques auxquelles voilà, les futures générations pourront se raccrocher aussi, quoi. Et que j'espère, parce qu'apparemment ça se ressent, moi je sais pas, parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté de voir ces franchises de Disney, qu'effectivement on ressent déjà là les nouveaux films qu'ils font, qu'il faut aussi suivre en même temps la série sur leur plateforme pour pouvoir comprendre les nouveaux films.
Et ça, Ouais. j'espère que ça va pas arriver parce que vraiment, là, par contre, Non, c'est très j'espère que, méchant. voilà, que la série télé à venir va pas justement essayer de combler des vides que Ouais. les films ne vont pas donner. Il s'agit quand même de deux médiums différents, quoi. Donc, Ouais. voilà. À voir. Voilà. Bon, bah, ça sera, je pense, nos derniers mots. C'est bon. Ça marche. Ouais, merci beaucoup. Je salue aussi mes collègues d'On se fait un ciné et puis ainsi que Valérian et Julien et tous ceux qui ont Toute la troupe, quoi. voilà, toute la Ils troupe te également. reconnaîtront. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis, bah, on se dit à une prochaine. Ça marche. Salut. Merci Peggy. Bye bye.